Bonjour messieurs, est-ce que vous pouvez me raconter un peu le concept de FMA Concept? FMA Concept, société française 100%, basée à Saint-Étienne dans la Loire. La plus belle ville de France, paraît-il. Une confirme. Une, c'est ça, exactement. Une des plus belles, où vous avez Pierrick Vulin et Olivier Deville. L'associé Olivier Deville et Pierrick Vulin, la personne qui a récupéré et développé la société FMA depuis une dizaine d'années. Nous venons de déménager depuis le 13 mai sur le site de Saint-Étienne, à 800 mètres où nous étions, dans un nouveau bâtiment avec de nouvelles machines. Vous êtes où exactement? 13 rue Édouard Martel à Saint-Étienne. C'est où? À la zone industrielle de la Chaufetière. À la Chaufetière, d'accord. Ah oui, j'ai bien connu quand je travaillais chez Tuan. Voilà, Très bien. Donc c'est quoi l'idée? C'est j'ai vu des pâtisseries, je vois pas mal de choses à grignoter. C'est quoi le concept alors? Le concept est de la mise en valeur de tous les produits fabriqués par les bouchers, les charcutiers, les pâtissiers, les boulangers, pour mettre en valeur leur production. Donc nous réalisons pour ces derniers des vitrines réfrigérées sur lesquelles nous rentrons dans un parcours client. Aujourd'hui, la concurrence est rude, même chez eux, et nous les accompagnons dans l'acquisition d'un bien qui va leur faciliter la vente et leur permettre de développer leur chiffre d'affaires et donc leur fabrication. C'est une sorte d'accompagnement? C'est exactement en ça. leur vendant un produit et un service. C'est exactement ça. On vend un outil et on explique comment on va utiliser cet outil. Et en quoi le fait de leur vendre ce produit, ça les fait se développer? Vous avez de la communication, vous avez un réseau, ça se passe comment là? Alors, ça va les faire se développer dans le sens où on va venir les interroger sur leurs expériences. Comment ils travaillent aujourd'hui, pourquoi les clients viennent chez eux, qu'est-ce qu'ils détestent dans leur magasin actuel, qu'est-ce qu'ils ne veulent absolument plus voir et ce que nous pouvons leur apporter. C'est une sorte d'étude de marché aussi un peu. On va faire une sorte d'étude de marché et surtout on va leur expliquer qu'un magasin c'est vivant. Et à partir du moment où c'est vivant, il faut donc l'expliquer et il faut le faire vivre. Le faire vivre, c'est accueillir un client, c'est pouvoir identifier où nous sommes, c'est pouvoir valoriser une fabrication et c'est pour pouvoir développer une activité et un relationnel. J'imagine que dans les métiers de bouche, on suit aussi un peu l'évolution qui est constante des goûts. De plus en plus vite. Aujourd'hui, tout va plus vite. Dans notre vie quotidienne, quand on commande, quand on achète, on veut tout de suite. On a une notion d'immédiateté. Cette immédiateté, on doit l'avoir dans la présentation des produits. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un rentre dans un lieu, boucherie, pâtisserie, boulangerie, charcuterie, il doit identifier tout de suite ce qu'il doit être mis en valeur. Et quand on accueille cette personne au début du linéaire, on doit l'accompagner jusqu'à la fin, au poste-caisse, en lui expliquant et en lui montrant les produits qui sont à sa disposition. C'est la découverte et l'accompagnement. J'ai l'impression qu'à Saint-Étienne, on est un petit peu spécial par rapport au reste de la France. Est-ce que les gens, leur première intuition quand ils rentrent dans un magasin, c'est le produit ou le prix? Les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, payer pour du bon, on le fait tous. Payer pour du mauvais, c'est plus compliqué. Et payer pour du bon avec un très bon accueil, vous êtes supérieur à vos confrères. Et c'est ça qu'on arrive à proposer. C'est-à-dire que trouver des collaborateurs qui travaillent à la vente sur un de nos linéaires, plus ça sera facile de travailler dessus, plus les produits seront mis en valeur, plus les clients pourront voir, meilleurs les échanges seront et plus votre activité, votre offre sera réceptive auprès des clients finaux. Dernière question, être présent en Syros, ça vous apporte quoi? Quelle est la démarche? On est fabricant français, très fier de l'être, avec toutes les contraintes que ça génère. J'imagine. Par contre, c'est l'endroit où on accueille des gens, des clients, des prospects, ni dans notre usine, ni chez eux. C'est un lieu neutre où on peut présenter notre savoir-faire, où on peut expliquer tranquillement. Les gens viennent avec plein d'idées et sur le film que vous avez sur cet écran, on présente et on montre et on prouve ce que l'on dit. On a un dicton chez FMA, on dit ce qu'on fait ce qu'on dit et on le prouve. Et on fait des affaires. Bien évidemment. Merci. Avec plaisir. Ingrid, bonjour. Bonjour. On est sur le stand des Hauts-de-France. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les Hauts-de-France déjà? Les Hauts-de-France, c'est une région qui est située tout en haut de la France. Et nous avons 5 départements. Et nous sommes cette région depuis 2016. Quel est l'intérêt pour une région d'être au CIRA, cette édition 2025? Alors la
la région, ça donne une visibilité, en tout cas ici sur ce salon, de tous nos savoir-faire, de nos belles entreprises qui produisent énormément de produits qui sont d'excellence. Les produits du terroir, comme on dit. Produits du terroir, comme on dit. Le but sur un salon comme ça, c'est de faire de la promotion de son territoire ou c'est de déboucher, de chercher des clients? C'est surtout d'aider les entreprises, en effet, à justement aller sur des nouveaux marchés, à pouvoir rencontrer de nouveaux prospects et d'être sur un pavillon régional. Ça leur permet d'avoir plus de visibilité et de pouvoir aussi faire des maillages entre entreprises. Ici, on a 43 entreprises qui nous accompagnent cette année. On est un des plus grands pavillons même en région et on est très heureux de pouvoir les accompagner. Notre boulot, c'est vraiment de pouvoir leur permettre sur 5 jours d'être accompagnés ici et on leur propose des stands clés en main pour pouvoir venir ici. Chaque région a ses spécificités. Quelle est la spécificité des Hauts-de-France au niveau culinaire, j'allais dire? Alors culinaire, on a déjà un fort passé, parce que nous on est un service de la Chambre d'agriculture, on a forcément un grand territoire agricole, donc on a beaucoup de production. Alors forcément on a des pommes de terre. J'allais le dire. Voilà. Vous avez même l'entreprise Bayard à côté qui est un spécialiste des pommes de terre, voire très haut de gamme. On a évidemment les frites et ensuite bien évidemment du fromage, on a un maroilles AOP et puis on a un fort patrimoine autour de la bière, parce qu'on a également près de 200 passeurs. Et puis comme c'est forcément des entreprises qui s'implantent en région, on a à la fois un gros tissu de TPE, PME et grands groupes qui sont installés chez nous. Dernière question, l'effet inverse. Quand on est sur un salon comme ça, est-ce qu'on découvre aussi des autres choses sur les autres régions et même les autres pays, puisqu'il y a l'Espagne, l'Italie et l'Irlande, enfin on ne va pas tous les nommer? Alors j'ai pas encore eu le temps de faire tout le tour du salon étant beaucoup présente sur place, mais oui c'est toujours une grande découverte en tout cas de pouvoir voir des stands qui sont à résonance mondiale aussi, puisqu'il y a des étrangers, mais c'est surtout bien aussi de voir des grandes entreprises et des tout petites, parce que par exemple j'ai vu en Aquitaine qu'il y a plein de produits vraiment intéressants et j'ai pas eu le temps d'aller sur l'espace plus sur les chefs, mais je pense qu'il y avait quelques chefs qui étaient là en région hier et vous pouvez aller sur l'espace viande où on a des chefs qui préparent aussi des démonstrations culinaires sur ce pavillon là. Merci beaucoup, on va faire le tour et on va s'attarder dans les Hauts-de-France. Avec plaisir, on est très conviviaux et vous êtes les bienvenus. Bon salon en tout cas. Sans souci pour boire une petite bière ou un café. Hola Guillermo. Hola, bonjour. Bienvenue ici au CIRA de Lyon. Espagnol. Espagnol. Quels sont les produits que vous nous présentez? On vous présente un jambon ibérique de provenance Jabugo dans le sud de l'Espagne. C'est la pata negra avec alimentation de céréales naturelles. Il est dans nos séchoirs pendant 28 mois, de séchage naturel avec, on n'utilise aucun moyen mécanique. On ouvre et ferme des fenêtres pour que le climat soit son travail, pour sécher avec de la patience, avec des maîtres de jambon qui touchent les jambons tous les jours pour voir que ça fonctionne bien. Et votre clientèle, c'est quoi? C'est des restaurateurs, c'est des grandes surfaces, c'est des particuliers, c'est qui? En Espagne, notre clientèle pour ce type de jambon, c'est plutôt les gastronomes, les magasins de haut de gamme. Mais nous avons aussi des présences dans la grande surface en Espagne. En France, nous sommes dans la recherche des distributeurs pour l'autre restauration, car c'est un produit de haute valeur ajoutée, très apprécié dans le marché français. La France, c'est le deuxième marché des jambons ibériques, à part l'Espagne. Et vous êtes donc au CIRA pour trouver des distributeurs en France? Des distributeurs, oui, pour avoir un réseau commercial, aussi avec des agents qui nous aident à commercialiser nos produits. En tout cas, on a goûté votre jambon, il est vraiment très très bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Mélodie. Bonjour. Vous allez nous parler du nougat de Montélimar? Tout à fait. Est-ce que, juste une question bête peut-être, mais le nougat on n'en fait qu'à Montélimar? Oui, maintenant le nougat de Montélimar se fait
qu'à Montélimar depuis quelques semaines. Et l'origine, vous la connaissez? Pourquoi on a créé le nougat à Montélimar? Alors ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'amandiers. C'est Olivier de Serres qui a amené des amandiers dans la région. Je suis passionnée de jardinerie, botanique. Et grâce à ces amandes, on a pu fabriquer petit à petit des confiseries, après plusieurs recettes, plusieurs tests. Et du coup, c'est devenu le nougat de Montélimar. Alors parlez-nous de Chabert-Guillot, comment est née la maison et qu'est-ce que vous nous proposez sur ce salon? Alors de base, Chabert-Guillot, c'est la Ruche d'Or. C'est en fait toujours une marque présente aujourd'hui, notre gamme biologique, qui a été rachetée par les beaux-frères Chabert et Guillot il y a plus de 175 ans. Du coup, ils ont décidé de fabriquer du nougat de Montélimar à Montélimar. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est du produit fini, donc du nougat de Montélimar, du nougat de foire, donc qui ne respecte pas forcément la recette, qui peut être aromatisé avec plusieurs fruits secs à l'intérieur, et aussi des ingrédients. Grâce au nougat de Montélimar, on a pu créer de la crème, de la brisure, de la poudre de nougat de Montélimar et travailler les fruits secs. Il existe différentes sortes de nougat ou alors c'est juste des arômes qu'on rajoute? Différentes sortes de nougat. Par exemple, celui-ci, il comporte de la noisette caramélisée à l'intérieur. Et on peut avoir des arômes, bien sûr, pistache, framboise, citron, vanille. Voilà. L'intérêt de votre maison d'être sur le Syrah, c'est quoi? C'est de faire connaître vos produits qu'on connaît déjà beaucoup, ou c'est alors de la communication, c'est de découvrir de nouveaux clients, de nouveaux horizons? Tout à fait, ouais, surtout à l'international, on s'exporte pas mal. C'est pour toucher aussi plusieurs canaux de distribution. On travaille avec beaucoup de canaux de distribution comme la GMS, l'hôtellerie, les autoroutes, notamment. Le nougat est très connu en France. Est-ce qu'il se vend dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a un pays qui est vraiment fan du nougat? Un pays qui est vraiment fan du nougat, pas forcément. Le nougat a plusieurs connotations. Par exemple, si vous allez en Allemagne, pour eux, c'est la pâte pralinée. Si on va aux USA ou en Angleterre, c'est la pâte qu'on retrouve dans les barres de Mars. C'est pas du tout le nougat comme on connaît nous en France. Eh bien, écoutez, on va manger un nougat. Salut. Merci. Johannes Marcon, bonjour. Bonjour. On est sur le stand de Marcon ici au Syrah de Lyon. On vous connaît assez puisqu'on est à Saint-Etienne et on vous voit régulièrement sur au Halles ou même en circulant sur l'autoroute. Hein, vous êtes sur le bord de l'autoroute. Oui, tout à fait. Quelle est l'aventure, quelle est l'origine de cette... on peut appeler ça quoi? On appelle ça une cave? On appelle ça comment? C'est une cave. Nous, notre métier historique, c'est marchand de vin, puisqu'on est la troisième génération de marchand de vin. Moi, je travaille avec mon frère et ma soeur. C'est une entreprise familiale. Et l'origine, c'est mes grands-parents qui ont ouvert une cave et une auberge en 1948 à Saint-Bonnet-le-Froid. Et ensuite, on a continué cette activité. D'abord, mon père a développé l'activité au professionnel, il était grossiste en vin. Et puis, quand on est arrivé, nous, la troisième génération, on s'est respécialisé sur la distribution de vins fins à travers déjà notre entrepôt, puisqu'on travaillait pour les restaurateurs et les cavistes. Hein. On a ouvert un magasin à Saint-Bonnet en 1999. Et ensuite, à partir de 2013, ça s'est un petit peu emballé. On a ouvert des boutiques, un réseau de boutiques partenaires, dont les caves des Halles à Saint-Etienne et la cave rue Cipriani, à côté de l'autoroute, comme vous dites. Mais on a 8 caves partenaires, on a un réseau de caves. C'est quoi? C'est des franchises? C'est quoi? C'est pas des franchises, c'est des partenaires. Des partenaires? Voilà, juridiquement, c'est pas tout à fait franchisé, mais l'idée, c'est des partenaires, des gens qui portent notre enseigne, qui portent notre gamme et qui portent notre message. Et aujourd'hui, vos clients, c'est des gens qui aiment le vin ou d'autres choses? Nous, on est clairement sur un public d'amateurs de vin, mais c'est pas du tout élitiste. On a du vin pour tout le monde. Des gens qui veulent des produits sincères, bien faits par un réseau de producteurs indépendants. On essaye de trouver des petits producteurs un petit peu partout en France, malgré qu'on soit très spécialisé sur les vignobles d'Auvergne-et-Rhône-Alpes, notamment à côté de Saint-Etienne, les Côtes du Forêt ou les Côtes Rouennaises, les vins d'Auvergne à travers la Loire volcanique. Mais historiquement, chez nous, puisqu'on est de Saint-Bonnet-le-Froid, on a un pied en Ardèche, la vallée du Rhône avec l'appellation Saint-Joseph par exemple. J'ai envie de vous dire, vous avez largement le choix finalement. Alors, moi je dis à mes clients restaurateurs qu'ils peuvent faire une carte des vins avec les vins d'Auvergne-et-Rhône-Alpes. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pas du tout pour nier les grands vignobles à côté, mais Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de producteurs indépendants qu'à Bordeaux, par exemple, il faut le savoir. Ça, je savais pas, oui. On apprend des choses en plus. Voilà. C'est quoi aujourd'hui la mode? C'est des vins plutôt doux, des vins plutôt fruités, j'allais dire, des vins un peu plus forts. C'est quoi un peu la tendance en 2025?
à la mode. Dans les vins, il y a des modes. Ouais. Moi, je les laisse un peu passer. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver des vins qui essayent d'être le plus représentatifs de leur terroir. Les modes, ça passe. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens veulent des vins de moins en moins dosés en sucre, dosés en alcool. On essaye d'avoir des vins peut-être plus légers, avec des profils plus minérales. On a une clientèle qui va chercher les vins de terroir. Donc en fait, c'est antinomique avec la mode. Un vin de terroir représente son terroir. La mode, elle passe. J'allais dire la mode des goûts, quoi. Oui, voilà, tout à fait. En ce moment, là, si vous êtes sur le salon, il y a énormément de vins sans alcool. Donc ça nous interpelle parce qu'on est passionné de vin. C'est plus du vin finalement, c'est du jus de fruits. Pour moi, c'est pas du vin, mais après, je suis tout à fait conscient de la demande. Et de la demande, donc il faut proposer des alternatives. Mais le vin, il y a de l'alcool dans le vin, on le sait, mais c'est pas que de l'alcool, il y a plein d'autres choses. C'est quoi l'intérêt pour vous d'être dans un salon comme celui-ci qui est méga important? 80% de notre clientèle sont des professionnels. On vient toucher vraiment la clientèle B2B. Donc on a énormément de gens qui venaient ouvrir des affaires, des caves, des restaurants, des magasins agroalimentaires. Enfin voilà, on touche vraiment une clientèle très intéressante pour nous. Dernière question, on revient à Saint-Étienne. Vous êtes présent aux Halles de Saint-Étienne. Comment vous voyez l'avenir? On est un peu dans l'incertitude aujourd'hui des Halles stéphanoises. Ça nous inquiète, effectivement. Vous êtes à l'intérieur, donc vous voyez les choses sûrement différemment que nous, qui sommes des clients. Alors nos associés stéphanois en parleraient mieux que moi parce qu'ils vivent vraiment l'aventure au cœur du projet. Mais nous, Saint-Étienne, pour nous, c'est un marché très intéressant, historique. Nous, les Stéphanois, c'est nos voisins les plus proches. On les voit le week-end à Saint-Monnet, ils viennent se balader. Donc on connaît très bien cette ville et cette clientèle. Saint-Étienne mérite d'avoir des caves animées, pas que nous d'ailleurs, des caves animées et un réseau d'animation commerçante. C'est une ville qui le mérite. Il y a une clientèle hédoniste qui aime s'amuser, qui aime se faire plaisir et qui connaît bien la gastronomie. Donc ça va rebondir, il le faut en tout cas. On va rebondir alors. Céline, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter Qualité Land? Alors Qualité Land, c'est une collective d'entreprises qui sont réunies derrière le produit sous signe de qualité. C'est-à-dire qu'on est là pour mettre en lumière tous les produits sous signe officiel de qualité, que sont le label rouge, l'indication géographique protégée, des différentes filières des Landes. Quels sont les produits que vous voulez mettre en valeur? Alors, les différentes filières qui constituent ce collectif Qualité Land. Vous avez l'asperge de sable des Landes, les kiwis, le hadou, les volailles fermières des Landes, le canard, et puis également l'armagnac, le floc et le tursan. Ainsi que le bœuf de Chalosse. L'armagnac, on peut le goûter? L'armagnac, si vous voulez le goûter? Si vous voulez, on va trouver quelque chose, vous inquiétez pas. Si vous voulez nous vendre votre territoire, on est à Lyon, on est dans la région Rhône-Alpes. Si vous voulez nous vendre les Landes, vous diriez quoi? Un territoire qui est le premier territoire avec un premier label rouge. C'est là où est né le label rouge avec des volailles fermières des Landes. 1965, cette année en fait l'anniversaire. Dans mon imaginaire, j'ai l'impression quand je vois le mot Lande, en face je vois qualité. Et en plus c'est exactement ce que vous mettez en avant. Donc finalement vous avez déjà une communication qui existe déjà, quoi. C'est un travail qui a été initié par nos anciens autour de la qualité de nos produits en effet. S'il y a vraiment un produit à retenir des Landes, c'est lequel? Tous les produits sous signe de qualité, toutes les filières ont travaillé cet aspect-là. C'est vraiment le territoire qui souligne la qualité des produits. Il n'y a pas un coup de cœur de votre part? Non. Tous? Le coup de cœur, c'est la complémentarité de nos filières. Dernière question, ça vous amène quoi d'être sur un salon comme celui-ci? C'est de l'image, c'est du relationnel, c'est des passerelles avec les autres régions? C'est quoi exactement le but à la base? Alors, plusieurs aspects. Mettre en lumière les produits et puis mettre en relation. Le travail du quotidien, c'est de mettre en relation les acheteurs avec des entreprises qui œuvrent au quotidien pour la qualité de leurs produits. Bon salon. Merci. Et puis merci pour la dégustation d'Armagnac. Allez, on y va. Clémentine, bonjour. Bonjour. On est sur le stand de Malango. Avant de parler du salon, j'aimerais avoir un peu l'historique, l'histoire de Malango. Je sais que c'est un café qui est originaire de Nice. Tout à fait. Malango, c'est un torréfacteur niçois depuis 1934. Et en fait, il y a quelques grandes dates pour comprendre l'histoire de Malango. Donc forcément 1934 la première. Et après, il y en a une autre qui est importante. C'est 1992
C'est le commerce équitable et le démarrage du commerce équitable pour Malongo, Max Havelaar. Max Havelaar. Oui, il y avait le petit logo, je me rappelle à l'époque. Exactement, voilà. Et après, il y a encore une autre date qui est importante, c'est il y a une vingtaine d'années quand on a lancé la dose en papier naturel. C'est-à-dire que les dosettes qu'on met dans les machines à café sont en papier naturel. J'en me souviens aussi. Voilà, exactement. Donc ça aussi, c'est une autre date importante. Et enfin, la dernière, la plus récente, c'est 2022, puisque jusqu'en 2022, nous étions torréfacteurs de café. Et qu'à partir de 2022, on devient à la fois torréfacteur de café, mais aussi fabricant de machines made in France, puisqu'on a relocalisé toute la fabrication des machines domestiques dans notre usine à La Roche-sur-Yon en Vendée. Et l'origine de Nice, c'est familial, c'est quoi? C'est familial, exactement. C'est une toute petite torréfaction dans une vieille rue à Nice qui est voilà, tout à fait historique. Donc, et en fait, la transformation, ce qui a fait vraiment connaître Malongo du grand public, c'est vraiment le passage au commerce équitable et au Max Havelaar. Et je pense aussi, peut-être je dis une bêtise, mais je pense que la publicité avec Richard Bohringer a fait quelque chose, parce que c'était une identification assez forte, Richard Bohringer. Alors tout à fait, donc exactement, et d'ailleurs c'est toujours lui, hein, dans les pubs aujourd'hui qu'on entend, on entend toujours sa voix, c'est toujours sa voix qu'on a gardée comme fil rouge, parce que on est une entreprise un petit peu atypique, un peu différente, et on trouve que la voix de Richard Bohringer, qui est elle-même assez originale et assez reconnaissable, retranscrit bien le message qu'on veut faire passer. Alors quand on parle de café, on a souvent cette image d'Italie. Oui. Est-ce que le fait d'être à Nice et d'être proche de l'Italie, ça a une influence sur le Malongo? Alors peut-être. C'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'on ne voit pas du tout le café de la même manière dans les différentes régions. Quand je dois régler les machines à Nice, on me demande des expressos qui font cette taille et des ristrettos encore plus petits. Et quand je dois régler les mêmes à Lille, on nous demande des expressos 2 fois plus grands. Donc en effet, oui, on a une histoire liée au café italien aussi. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Quand je vais en Italie avec des personnes qui ont peu l'habitude d'aller en Italie et qu'on prend un café, ils me disent tous, mais il n'y a rien dans la tasse. Oui, c'est ça. C'est un shot. Aujourd'hui, Malongo, c'est une enseigne nationale. À quel moment c'est devenu, finalement, ça a basculé entre quelque chose d'assez régional et local à un produit ouvert à toute la France? C'est vraiment le tournant. C'est les années 90-2000 en fait, déjà parce qu'avec le commerce équitable on rentre dans la grande distribution et après on s'étend aussi. Après, le CHR reste assez régional et le café est une matière première assez régionale et déjà nationale, parce que comme vous disiez tout à l'heure, les Italiens connaissent des cafés italiens, les Français des cafés français, et même dans les régions, on a beaucoup de petits torréfacteurs par région. Donc voilà, c'est pas si facile d'être national dans le café. Dernière question avant de reprendre un café. Ça vous amène quoi de venir à un salon comme le CIRA 2025? Déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité, un grand plaisir de voir tous nos clients, de rencontrer tout le monde, d'être là, d'être présent, d'échanger, de savoir quelles sont les problématiques sur le terrain. Beaucoup de plaisir aussi à passer du temps avec mes équipes, parce que on ne se rejoint pas tout le temps. Donc, j'ai envie de dire du plaisir. Je suis désolée, c'est peut-être pas très conventionnel. Non, mais c'est assez synonyme avec la pause café. Ouais. Une petite question sur les risées. Oui. Nouvelle distribution. Non, c'est un café qu'on fait en effet pour la marque Élysée en grande ligne. Et il y a une partie en fait du chiffre d'affaires qui est utilisée pour rénover les bâtiments de France et notamment bâtiments historiques. Voilà. Si on passe à Nice, est-ce qu'on peut aller visiter quelque chose? Est-ce qu'il y a un musée du café? Est-ce qu'il y a... Non? Il faut venir directement visiter la torréfaction. Il faut aller prendre un café dans une des boutiques Malongo. Il y en a une historique qui est la boutique Jean Médecin sur l'avenue Jean Médecin, juste à côté de l'église. Et il faut venir voir la torréfaction et ça c'est le meilleur moment. Alors on se donne rendez-vous pour bientôt alors. Exactement, avec plaisir.